dans la nature des choses, le podcast qui nous est dédié, à nous, les écosensibles qui ressentons le besoin urgent de recréer un lien profond avec le vivant. Dans un monde en crise, où les urgences écologiques nous bousculent et où l'indifférence menace, ce podcast, à travers des pistes d'action et des réflexions, est un espace pour transformer nos peurs et notre colère en action au service de la transition socio-écologique. Je suis Isabelle Giraldo, éco-facilitatrice et guide de reconnexion à la nature. Ici, pas de leçon de morale, mais une exploration sensible et engagée pour partager nos peurs et nos espoirs. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'accueillir Gwenaëlle Lenoïc, car après avoir découvert ses partages sur Instagram, j'ai remarqué à quel point nous partageons la même vision du monde et beaucoup de valeurs communes. C'est ça ma maison et je suis pas d'une autre planète, je suis de la planète Terre et ça, c'est unique. Commencer ce podcast avec elle est apparu comme une évidence. À travers son travail, Gwenaëlle nous invite à repenser notre relation à la Terre, non pas comme une simple ressource, mais comme un espace de guérison. Elle partagera aussi son expérience avec le travail qui relie, un processus transformateur qui convertit nos émotions face à la crise écologique en actions durables et créatrices de changement. Alors prépare-toi à un échange riche et inspirant pour ensemble continuer à bâtir un avenir empreint de sens et de solidarité. Bonjour Gwenaëlle et bienvenue. Et en tout cas, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir accepté d'être ma première invitée. C'est un grand moment. Et mais tout d'abord, je voulais te demander où tu es et comment tu vas, ce matin? Oui, bonjour, Isabelle, merci beaucoup de ton invitation et je suis vraiment honorée, d'être la première à prendre la parole. Où je suis et comment je vais ce matin? Donc, je suis actuellement, dans ma chambre à Rennes. Rennes, c'est un passage, transitoire, vers la Bretagne. Je suis à Rennes et je vais bien ce matin. Il y a une douce pluie, que je vois à travers ma fenêtre et je vois, les arbres, et la brume, c'est très joli. Mais en fait, je voulais commencer par, te demander parce que c'est vrai que lors de notre premier échange, j'ai remarqué pas mal de similitudes entre nos parcours et même entre, notre enfance, un peu d'enfants, expatriés et cette ouverture sur le monde et sur, d'autres cultures. Et donc je voulais te demander comment est-ce que tu penses, toi, que cette ouverture à d'autres cultures, en tout cas ce contact avec d'autres cultures, a peut-être façonné, ta vision de l'écologie? Ah oui, bah, je me souviens de cette première rencontre, avec toi et c'est vrai qu'il y avait plein de résonances dans mon parcours, donc je suis franco-philippine. Mon père est breton, ma mère est philippine et je suis née à Abu Dhabi et ensuite, de toute la famille a voyagé de pays en pays, donc en moyenne tous les 2 ans, on déménageait et c'est vrai que ça a été un constant enracinement, déracinement. Alors donc mes parents travaillaient dans le tourisme et ils sont passés par plein de métiers différents, de serveuse à cuistot, voilà, différents métiers dans le tourisme et on a eu la chance, de vivre, enfin moi j'ai grandi en tout cas dans plusieurs pays africains. Le Congo, le Gabon, le Tchad, mais aussi on a vécu en Guadeloupe, au Brésil, en Polynésie et tout ce contact avec différentes cultures et ces contrastes aussi parce que j'étais, dans des écoles, des collèges, des lycées français à l'étranger. J'étais aussi dans une école franco-gabonaise et j'avais des amis, de différentes, cultures et puis en vivant dans ces villes, dans ces lieux où on habitait, donc il y avait à la fois le contraste avec, la culture expatriée à l'étranger, mais aussi, la réalité de vie au quotidien et de différentes, classes sociales et ça, j'ai pu l'observer dès toute petite et aussi même, ne serait-ce que dans, les cultures dont sont issus mes parents. Les Philippines qui sont un pays, pauvre et la France, voilà, qui est un pays, développé, dit développé. Donc, comment, vivre, entre ces différentes cultures avec aussi cet éveil, en étant petite et adolescente, au cours, d'histoire-géographie, et ensuite plus tard au cours de géopolitique et comment, sentir ces différentes, imbrications et aussi rapports de force et de pouvoir
entre différentes cultures, différents pays et comment aussi ça peut se jouer dans des liens plus intimes. Et c'est comme ça aussi que, bah, c'est pour répondre à ta question, comment, cette première exposition à des rencontres interculturelles a forgé en moi cette attention aux liens entre ce qui se passe intimement et au vécu profond de: «Ah oui, bah, je suis aussi issue d'un métissage, les personnes ont différents regards sur moi, moi j'ai différents regards sur moi-même et sur le monde». Et c'est très complexe et comment tout ça nourrit aussi, bah, un regard politique sur, Mmh. l'identité, sur les relations, sur les liens et j'ai vu que ça avait fait écho en toi parce que tu es, Moi, franco-belge? je suis non, colombo-belge. Colombo-belge, oui. Donc mon papa est colombien et ma maman est belge et ce qui m'a, touchée aussi, c'est que tu parles beaucoup de ce lien à la terre et moi, je me souviens, étant enfant de 2 lignées différentes, aussi voyageant beaucoup, de manquer peut-être un peu d'ancrage ou tu vois, de se dire, et on en reparlera encore parce que je me souviens, par exemple, à mon premier atelier du travail qui relie, où on m'avait dit, «Amenez quelque chose qui représente votre terre» et à ce moment-là, je dis: «Mais moi, je j'appartiens à aucune terre», en fait. C'était très difficile pour moi de concrétiser ce lien à un territoire ou à une terre et puis peut-être à peu, je me suis dit: «Mais peut-être que c'est une force, en fait, d'avoir justement ce mélange de cultures, d'avoir connu d'autres choses». Je me suis rendu compte aussi à quel point c'était un privilège, un peu comme toi, tu vois, d'avoir connu une nature sauvage aussi. Mais peut-être si tu peux aussi nous en dire plus sur comment ça a façonné toi, ce lien à la terre, qu'est-ce que ça représente pour toi? Complètement, bah et mais je rebondis et je résonne avec cette expérience de ramener une terre parce que c'est un rituel aussi que j'ai vécu dans un atelier de travail qui relie, où j'étais participante et donc on nous proposait de ramener un petit peu de terre de chez soi. Bon aussi, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais ma vie, nomade a continué jusqu'à très récemment. Je ne suis pas encore fixée sur une terre, mais là, c'est cette quête et j'ai notamment, ces 2 dernières années, vécu et voyagé à travers, des écolieux, en France. Donc j'avais mon van et puis, Mmh. je faisais du woofing, de ferme en ferme, mettre les mains dans la terre et puis, habiter un petit peu dans les forêts, au bord des rivières. Évidemment, m'installer temporairement dans certains endroits, au cours de l'hiver il y avait aussi cette sensation de: «Bon, bah, ma terre, c'est la terre, quoi». Et hem et je me souviens que j'avais pris quand même une poignée de terre, de du lieu où j'étais et c'était vraiment, bah, voilà, peu importe où je suis, la terre, c'est ma maison et je peux en prendre soin, je peux en contribuer et je peux, sentir cette appartenance à la terre et là, j'ai pris conscience que ça a forgé cette espèce de soi écologique et c'est ce que décrivent, les astronautes quand ils sont propulsés dans l'espace et qu'ils voient de loin cette planète bleue et ils sentent en eux quelque chose de particulier et d'unique de: «J'appartiens à cette terre et c'est chez moi et je suis humain, je suis terrien, je suis humaine, je suis terrienne». C'est de me rendre compte que c'est ça ma maison et je suis pas d'une autre planète, je suis de la planète Terre et ça, c'est unique et du coup, me retrouver avec cette sensation à la fois de déracinement, mais en même temps d'enracinement profond à cette terre qui est ma maison, bah, ça constitue ouais, vraiment ce lien fort, «C'est ma terre, il y en a aucune autre, il y a pas de planète B et donc je vais en prendre soin». Ouais, tout à fait. C'est beau ça. C'est très beau de ce sentiment d'appartenance que tu décris. On peut vraiment le ressentir avec toi, de se dire: «C'est notre maison, il faut qu'on en prenne soin». Je pense que c'est un lien important que tu fais. Ça peut peut-être faire le lien aussi avec, l'écopsychologie parce que ton site, je pense, c'est ecopsychologie.fr. Qu'est-ce que toi tu entends par écopsychologie? Parce que c'est peut-être un mot que les auditeuristes ont pas forcément, entendu ou ils sont pas ouais, on sait pas très bien ce que ça veut dire parce qu'on associe ça peut-être, vraiment avec la psychologie donc toi, qu'est-ce que tu entends par là? C'est quoi pour toi l'écopsychologie? Déjà, c'est prendre soin des liens entre,
entre la psyché, entre les ressentis, entre mes pensées, entre, ce qui tout ce qui se passe dans le fort intime, dans le fort intérieur et la terre. Ce n'est pas, une addition entre, écologie plus, psychologie. C'est, aller dans cette zone d'interconnexion profonde. C'est dans le subtil, c'est même, accéder à peut-être au spirituel et c'est aussi, un endroit qui est, totalement, transversal où l'art peut s'inviter, la magie, la vulnérabilité, le politique, la géopolitique, l'actualité et c'est aussi, pour moi l'écopsychologie un espace, ouvert, de questionnement, infini et il y a plein de courants en écopsychologie quand on met, le nez dedans. Il y a aussi beaucoup d'autres, sites qui parlent d'écopsychologie et c'est un courant qui est quand même, assez récent. Théodore Roszak, l'a formalisé, dans les années, 90 et aujourd'hui je trouve qu'il est très, aidant pour nommer, cette, fracture profonde entre, le soi et la terre et le vivant et l'écopsychologie, c'est, un courant de pensée, enfin plusieurs courants de pensée qui sont pour moi en ce moment très soutenants pour, réfléchir, penser, Penser et aussi penser, Panser, nos liens au vivant. Donc fait ce lien entre, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe, dans notre environnement et on parle aussi beaucoup, d'éco-anxiété. Est-ce que tu fais aussi ce lien-là entre, éco-psychologie, donc ce qui se passe dans notre espace intérieur et ou nos ressentis, nos émotions qui peuvent découler de ce qui est en train de se passer, à l'extérieur et notamment, par rapport aux crises, socio-écologiques qu'on connaît actuellement? Comment tu décrirais toi l'éco-anxiété? Est-ce que voilà, parce que j'en parle aussi beaucoup. Je trouve que le mot est pas super bien choisi, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi. On en a parlé, déjà quand on s'est rencontrés et c'est vrai que bon, puisqu'on parle, d'émotions, j'ai ressenti, un petit peu de colère, ces dernières années, enfin d'abord de l'inconfort et puis un peu de la colère de comment, ce mot a été, utilisé, à plein d'endroits, de plein de façons que je trouve que je ne ressentais pas forcément juste et je trouvais qu'il y avait quand même aussi un certain business de l'éco-anxiété qui commençait à se mettre en place, que ça allait très, très vite et que ça prenait pas soin de la complexité, de la subtilité de ce qui peut être ressenti et en même temps, je vois bien que si ce mot, valise, a été utilisé à tout va, c'est que, il y avait, besoin que, pour beaucoup de gens avaient besoin de s'approprier ce terme pour, peut-être modéliser, beaucoup de choses que autrement, ils n'arrivaient pas à exprimer et l'éco-anxiété, bon déjà c'est très, très limitant parce qu'il n'y a pas que l'anxiété, il y a tellement de choses. On pourrait dire, éco-colère, éco-tristesse, éco-joie aussi parce qu'il y a de la joie aussi finalement dans cette, boucle, d'émotions dans le rapport au vivant. Donc je trouve que c'est un terme très limitant et aussi ça vient pathologiser, la personne qui l'utilise. Enfin, ou en tout cas ça pathologise, les individus dans le sens où, je suis éco-anxieuse et je suis un peu malade, du fait que ce monde ne tourne pas rond alors que non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt c'est cette planète, qui est malade et si je ressens, des choses inconfortables, si j'ai des ressentis, des émotions inconfortables, c'est que en fait, je vais très bien. Dire: «Ah, telle personne est éco-anxieuse», tout de suite, ça vient mettre le focus sur l'individu, alors que oui, elle vit des choses, mais elle est juste en réaction à travers, le fait qu'on est dans un système, capitaliste, patriarcal, colonial, qui vient, écraser, dévaster le vivant, c'est pas nouveau et des personnes dans le monde qui réagissent à ça de manière plus ou moins forte, c'est simplement qu'elles, sont, lucides, conscientes, informées sur ce qui se passe. Elles ont le privilège Mmh. d'accéder à ces informations et elles réagissent comme elles le peuvent. Et voilà pourquoi, l'éco-anxiété, une fois qu'on a expliqué tout ça, finalement, c'est un terme, un petit peu, limitant
et aussi qui peut, je crois, s'il est mal, comment dire? S'il est posé comme un diagnostic, il peut être empêchant. Il peut empêcher, de tirer sur ce fil d'action, de transformation, d'aller chercher, d'aller puiser, dans les ressentis, de les traverser et aussi, bah, de que ces émotions, comme un effet domino, puissent être entendues et comprises et ressenties par d'autres et que ça contribue à un changement social. Et en même temps, je trouve, intéressant que enfin et je vois que dans parmi les psychologues, les écopsychologues, les praticiens en écopsychologie et puis toutes les personnes, qui prennent soin, que ce soit d'ailleurs, dans un cadre, d'expertise parce qu'on est dans une société d'experts d'ailleurs, qui a été, critiquée aussi par le théoricien, Théodore Rozac que j'ai déjà cité, mais aussi, hors d'un cadre d'expertise, juste un cadre, amical, d'entraide. Ça se passe à différents niveaux et je trouve intéressant aussi qu'il y a un mouvement qui s'interroge sur, l'éco-anxiété, sur l'éco-psychologie pour que chacun, chacune, à son échelle, puisse s'en emparer et trouver des solutions, dans cet état du monde, qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et à beaucoup de vivants. Surtout actuellement, à l'heure où on se parle, on est, donc en janvier 2025, à quelques jours, suivant l'investiture, du président actuel des États-Unis, Donald Trump, entouré, de personnalités, assez, cocasses, on va dire. Et il y a énormément d'inquiétude et d'anxiété et d'éco-anxiété, mais aussi de facho-anxiété. Donc voilà, éco-anxiété, c'est très réduit pour parler de ça et en même temps, c'est une belle opportunité pour, ouvrir les débats, la discussion et sortir de cet, entre-soi, entre personnes, touchées par, l'écologie. Et c'est vrai, j'aime bien le fait que tu dises que c'est un terme qui est peut-être très réductionniste, que certaines personnes, elles ont un mal-être, mais pas forcément lié à l'environnement, en fait. Mais ça englobe beaucoup plus et tu l'as très bien nommé, ça englobe aussi, bah, les crises sociales qu'on connaît, toutes les crises actuelles et éco-anxiété, c'est dire: ben non, mais en fait, moi, je me soucie pas de l'écologie, mais je vais quand même pas bien». Ben oui, mais forcément, c'est pas que l'écologie, quoi, c'est tout le système, comme tu dis, patriarcal, colonial, et c'est un problème qui est beaucoup plus profond, donc c'est assez juste ce que tu dis. Moi, j'aime bien dire aussi que ce qui m'a impressionné, oui, ou ce que je trouve assez fou, c'est qu'on a réussi à choisir un terme finalement qui remet de nouveau la faute sur l'individu. Donc on revient de nouveau à cette société finalement assez individualiste pour un problème qui finalement est collectif. Et là, peut-être alors faire le lien, mais justement, on en parlait aussi avec ce travail qui relie. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le travail que tu proposes, en fait, c'est pas des pratiques individuelles finalement. C'est quelque chose qu'on va vivre ensemble et on va trouver des solutions ensemble. Et il y a ce retour à quelque chose je sais pas si c'est communautaire, mais collectif, tu vois? De se dire, de pas se sentir seul. Déjà, je trouve que ça, c'est un des gros problèmes aussi, des personnes qui pourraient avoir, des émotions écologiques par rapport à ce qui est en train de se passer, de se retrouver assez isolés. Et finalement, les ateliers que tu proposes créent du lien et créent, du collectif et créent, peut-être un réseau de soutien même, ce qui est super important, je trouve aussi, par les temps qui courent. Tu en as un peu parlé et donc je voulais te demander peut-être d'abord, présenter le travail qui relie ou présenter les ateliers que tu proposes et comment ça aide justement à prendre soin de ces émotions écologiques? Le travail qui relie, donc a été créé par, Joanna Macy, qui est une autrice, alors qui est beaucoup décrit comme éco-philosophe. C'est une, docteure, spécialiste en théorie, des systèmes. Elle est aussi, pratiquante, du bouddhisme tibétain. Elle a été, donc très active, dans les années, 70, et notamment 60-70 dans les luttes, antinucléaires, féministes, écoféministes. C'est une pionnière en écopsychologie et elle m'inspire, ses travaux m'inspirent beaucoup, donc elle est pluriautrice et il y a notamment le livre, que je peux recommander aux personnes qui seraient intéressées de découvrir, les travaux de Joanna Macy. Donc c'est «L'espérance en mouvement» qui a été, récemment, traduit et édité, en langue française et qu'elle a coécrit avec, Chris, Johnston qui est un médecin spécialiste des addictions.
Et le travail qui relie de Joanna Macy, c'est, un processus donc qu'elle a forgé, à partir des années 60-70 et ensuite, qui s'est, de plus en plus, formalisé en prenant la forme, d'une, spirale en 4 étapes. Donc c'est un processus, qu'on va traverser avec, tout d'abord la première étape de la spirale qui est s'enraciner dans la gratitude. Ensuite, la deuxième étape, c'est honorer notre peine pour le monde, honorer notre souffrance pour le monde, qui est, cette étape où on va venir plonger justement dans ces, ressentis, ces émotions, ces pensées douloureuses, pour la terre. Entre parenthèses, espace qu'on n'a pas forcément dans nos sociétés, modernes, occidentales, actuelles. On a peut-être des espaces de deuil quand on perd, un être proche de la famille, par exemple, mais, il y a pas d'espace de deuil, si quand on perd, par exemple, un bout de forêt, de notre enfance qui a été rasé, et bah, il y a pas d'espace de deuil collectif pour ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans un atelier du travail qui relie. L'étape, 3, c'est ce passage très délicat qui s'appelle, porter un nouveau regard où, il y a vraiment quelque chose, de l'ordre de la transformation profonde qui se passe comme, le moment du déclic où justement quand on est allé toucher les profondeurs du désespoir quoi, de la désespérance, il y a quelque chose qui vient, changer et s'activer sur, et comme aussi on a pu s'appuyer sur l'étape 1 de la gratitude, d'être vivant dans cette terre, on peut retrouver nos ressources et nos puissances immenses pour donc venir trouver un espace de créativité, de transformation, de changement et donc de porter un nouveau regard et de contribuer à ce que Joanna Macy appelle le changement de cap. Et derrière, bah, à l'étape 4, aller de l'avant, donc porter ces nouvelles, graines pour la vie, pour soutenir une société au soutien de la vie, et aller de l'avant donc avec, ce que moi individuellement je porte, mais surtout collectivement, comment le groupe peut contribuer, après, telle une tribu, au service, de la terre quoi, d'amener des nouvelles, propositions, des idées de changement et cetera et l'incorporer dans le quotidien. Donc c'est un travail, très enfin, qui est puissant et on en parlait, juste avant, au début de notre rencontre, que c'est des ateliers qui au départ, s'appelaient, donc Work for Despair and Empowerment, donc le travail du désespoir et de l'émancipation. C'est un processus qui est, quand on le traverse, il est vivifiant, il permet d'aller en profondeur, avec soi, avec les autres, avec le reste du vivant, avec ce qui existe, avec le subtil, avec l'invisible. Il y a quelque chose, ouais, d'immense qui se produit, de profondément transformateur, d'empuissançant, d'empouvoirant et ouais, c'est le fameux empowerment et c'est enfin, en tout cas pour moi, ça a été hyper soutenant et pour beaucoup de gens qui vivent le processus du travail qui relie, selon aussi comment il est conduit parce qu'il y a différentes, enfin, ça dépend aussi de qui porte cet atelier du travail qui relie, comment il est porté et donc comment les personnes aussi avec la coloration du groupe parce qu'évidemment chaque atelier va être totalement différent. J'aime bien faire, l'analogie avec, une sorte de pièce, d'artisanat Mmh. qui est façonnée en fonction de l'humeur, du jour, l'équipe de co-facilitation, la saison, le lieu où ça se passe, la forêt qui nous entoure, avec quoi viennent les personnes à ce moment-là, dans cette, spirale du travail qui relie et qu'est-ce qui en ressort et à chaque fois, c'est différent et à chaque fois, on peut revivre la spirale avec, une énergie, un regard, totalement différent. Et aussi une teinte aussi, je ça c'était l'enseignement de la dernière spirale, une espèce de teinte, à chaque fois différente de tout ce que j'ai cité avant, mais aussi de est-ce qu'une étape a été peut-être un petit peu prédominante? Enfin, en tout cas, ça peut être le cas. À un moment, dans la spirale, je vais vivre une étape, de manière plus ou moins confortable, plus ou moins forte. Par exemple, l'étape 2 qui peut être, inconfortable
et revivre à nouveau une spirale et là, sentir encore plus fort ce déclic et là, à l'étape 3, vivre comme une espèce d'ouverture immense de tous les possibles. Mmh. Que voilà, c'est très vivant, c'est très organique et moi donc j'aime bien aussi, par, amour pour la transmission, j'aime bien nommer, de quelle lignée aussi, je transmets. Moi, j'ai vécu mes 1res spirales du travail qui relie et j'ai été formée aussi par, Claire Carré et Laure Bressan de l'association Roseau dansant, qui a amené le travail qui relie dans l'espace francophone, mais je tiens aussi à citer qu'il y a beaucoup d'initiatives, dans l'espace francophone et notamment, bah, toi aussi, les ateliers que tu proposes, Mmh. Isabelle. Oui, j'avais envie de rebondir aussi parce que tu m'as partagé que tu avais vécu, enfin, tu avais facilité une spirale, en début d'année, là, il y a quelques jours, enfin quelques semaines et comme, c'était bien ou chouette de commencer l'année avec ça et comme ça continuait à te porter, je sais pas si tu veux peut-être en dire plus? C'est important. Je trouve que c'est beau ça de du travail qui relie, c'est pas juste on vient, on fait un atelier et puis c'est fini. Mais tu as vraiment exprimé le fait que ça continue à te porter encore aujourd'hui, peut-être à travers, bah, voilà, des choses qui sont parfois pas toujours faciles dans le monde, ce qui est en train de se passer. Dans les temps qui courent, Oui. on a commencé l'échange, avec, à discuter sur, cette investiture de Donald Trump. Parce que là, c'est très récent, c'est très présent. Je crois que ça touche, beaucoup de monde. Ça a aussi choqué et surpris beaucoup de monde, la réélection de Trump. D'autres personnes, s'y attendaient, si elles voyaient, elles sentaient les choses venir. Et dans tous les cas, ça questionne. Personnellement, ça m'a choquée et en même temps, et ben, on parlait de cet atelier que donc j'ai co-animé un atelier, le tout premier week-end de janvier. C'était une spirale du travail qui relie de 2 jours et demi. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Un atelier, heu, peut, durer, 2 heures. Alors j'aime bien parler d'atelier de travail qui relie déjà quand on peut passer, au moins 1 ou 2 nuits sur place, dans un Mmh. lieu entouré du vivant. Ça permet vraiment de voilà, de vivre le processus, de manière, complètement reliée au vivant et ça peut aller jusqu'à, 3 jours, 5 jours, 3 semaines, et donc c'était un atelier de 2 jours et demi début janvier pour s'ouvrir à la douceur ouvrir l'année dans la douceur du vivant et commencer l'année, dans cette, teinte de la spirale et la spirale, bah, ça nous teinte d'une énergie d'empuissancement pour traverser, ces temps difficiles que nous vivons et venir avec, bah, tout ce pouvoir d'agir à l'intérieur, tout ce pouvoir dans le cœur, dans le ventre, d'offrir au monde, bah, toute la vie en nous et toute la créativité pour proposer, bah, des alternatives et des utopies désirables et réalisables et aussi montrer qu'il y a déjà des choses, qui existent. Mmh. Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux imaginaires, d'utopies et cetera, mais c'est pas juste quelque chose qui est dans l'imaginaire, c'est du réel. Il y a des utopies concrètes qui existent déjà, des imaginaires présents et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est que c'est un choix de dans quel monde j'ai envie de vivre, de quel mode de vie j'ai envie de choisir et c'est pas juste, construire, imaginer un plan d'action à 2050 par exemple. C'est aujourd'hui je choisis et ça peut être déjà des petits pas, à réaliser à partir de là où j'en suis. Ça peut être des changements de vie, rapides et radicaux et c'est OK et c'est, comment chacun, chacune, peut contribuer au changement de cap versus, le business as usual, le «on fait comme d'habitude» et Mmh. comment entrer en rupture et comment nourrir cette rupture, pour, revenir à cette spirale vécue début janvier. Pour moi, ça a été hyper soutenant et encore après, parce que j'ai réalisé que, à cette fameuse soirée d'investiture, quand il y a eu tous ces faits choquants et puis tous ces représentants d'extrême droite et du fascisme dans tous les pays du monde et notamment aussi nos représentants, français là-bas, j'ai réalisé que comme j'avais à un moment donné alors et notamment dans l'étape 2 de l'atelier, j'avais pu
mais toute ma peur. Et puis il y avait un objet, un symbole de la peur, donc la pierre de la peur, et j'avais pris cette pierre et dans cet espace-là, que moi je considère et que je porte comme un espace vraiment sacré, hein, sacré, sécurisant, confidentiel, de non-jugement et bienveillant. Je tiens à préciser qu'il y a un cadre aussi pour ça. Donc j'ai pu vraiment exprimer et contacter et sentir, comme je l'avais jamais ressenti avant, toute ma peur, de l'investiture qui allait arriver de Donald Trump, et aussi j'ai pu nommer ma peur de Elon Musk et tous ses projets délirants, d'aller sur Mars et de faire des bunkers. Enfin, c'est à fond dans la collapsologie, mais vraiment, la dystopie, horrible quoi, du chacun pour soi et l'homme est un bon pour l'homme. Contrairement à d'autres récits qui sont, bah, le collectif, le faire ensemble, le faire face ensemble, l'entraide, le soutien, la coopération, la solidarité et que qu'on vient défendre, hein, dans le travail qui relie. Donc c'est un travail aussi qui est extrêmement politique pour que, comme, dit Joanna Macy: «Quand les temps, difficiles arrivent», alors je la paraphrase, «on n'en arrive pas à nous agresser les uns les autres». Et c'est ça, c'est des espaces où on réapprend à prendre soin, à cultiver l'amour, la gratitude, l'entraide et le traverser les moments difficiles ensemble et pas séparément. Et donc j'avais pu nommer cette, peur profonde et donc bah, quelques jours après vient ce moment d'investiture, ce moment délirant, enfin on dirait qu'on est vraiment dans un film quoi, un cauchemar. Et j'ai senti à ce moment-là que voilà, c'est là, j'accepte, j'accueille, je traverse et c'était déjà, transformé en moi parce que derrière la peur, il y a ce courage d'agir et le courage de faire face à nos peurs et de les affronter et de se tenir droit devant nos peurs. Et là, il y a eu vraiment cet élan de: «OK, je vois, j'ai peur, mais j'y vais et j'affronte». Et j'ai ressenti une espèce de puissance à l'intérieur, déjà de sentir que je n'étais pas seule, qu'il y avait tous mes camarades, bon camarades, de lutte par ailleurs, mais aussi mes camarades de tribu du travail qui relie. On s'appelle, entre nous, les écopotes. Donc il y a tout un réseau d'entraide, qui se passe. On s'appelle, on s'envoie des emails et donc ce soir-là, j'ai envoyé un email, à mes écopotes, de cet atelier de début janvier, où j'ai d'ailleurs même pas du tout parlé de ce qui se passait avec cette investiture, où juste, j'ai envoyé, la playlist des musiques, qui nous avaient inspirées on avait dessiné une fresque collective. J'ai envoyé une photo aussi où on avait créé quelque chose de très, très joli dans le vivant parce qu'on peut faire du land art, et vraiment j'avais nourri ça et nourri tous mes merci à elles et eux d'exister et d'agir chacun, chacune, là où ils sont et je les ai invités à partager, leurs élans dans le changement de cap. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils créent? Quels combats ils sont en train de mener? Quelles, actions pour préserver la terre ils sont en train de mener à ce moment-là? Alors quand je dis la terre, c'est aussi c'est la terre et tout le vivant. C'est aussi des actions pour, préserver l'égalité, femmes-hommes, pour, les droits, des personnes, LGBTQ+, et c'est tellement important en ce moment, notamment avec ce qui se passe, avec, Trump et ses sbires. Enfin voilà, c'est comment à tous les niveaux j'agis pour, la tolérance, le respect, l'amour des vivants et se comprendre et se connecter. Cultiver aussi cet esprit, critique, hein, toujours, mais avec des valeurs, de lien et de respect, mutuel, réciproque. J'aime beaucoup entendre ce que tu dis et tu parles il y a beaucoup de mots qui résonnent vraiment fort en moi. Quelque chose qui me vient aussi quand je t'entends, c'est, le courage, c'est pas l'absence de peur, mais c'est agir malgré la peur et ça, tu as vraiment bien démontré, avec ton partage de dire: «Ben voilà, même si on la peur, elle est là». Et je fais un peu le lien avec l'éco-anxiété où on entend parfois, tu en as parlé, ce business de l'éco-anxiété, on va guérir l'éco-anxiété, on va soigner l'éco-anxiété. En fait, c'est se dire: «Non, mais elle est toujours là, les émotions sont toujours là, mais elles ne nous empêchent plus d'agir». Et c'est ça, je pense, qui est très, très fort avec le travail qui relie, que tu as vraiment réussi à bien faire passer, c'est que
ça nous offre justement des clés pour pouvoir continuer à agir malgré nos émotions et plus se laisser submerger, anesthésier, avec nos émotions parce que ça, c'est peut-être, pour moi en tout cas, le plus grand danger auquel on peut faire face, c'est de se dire, c'est un peu le fatalisme en fait. C'est foutu pour foutu, de toute façon, ce sentiment d'impuissance aussi, de se dire: «Qui je suis moi pour, espérer pouvoir changer quelque chose?» Tu en as très, très bien parlé aussi avec ce nom qu'avait le travail qui relie avant, de Despair and Empowerment et c'est vraiment retrouver sa puissance, en fait. J'aime beaucoup, c'est pour ça que j'avais à cœur que tu partages ça aussi parce que tu le démontres bien et que finalement c'est pas juste l'atelier, en fait, c'est de pouvoir se soutenir après et tout au long et je trouve ça tellement important actuellement. Et puis tu as touché du doigt aussi quelque chose que moi j'aime bien dire, ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'écoute profonde. Je pense que c'est ça aussi, le cadeau du travail qui relie, c'est de pouvoir être entendu et de pouvoir être vu dans nos émotions et je fais peut-être le lien avec d'autres choses que tu proposes aussi qui sont ces cercles de parole, qui sont aussi tellement importants, où là tu fais vraiment, le cadeau d'ouvrir ces espaces d'écoute profonde. Tu veux aussi en dire un peu plus? Ouais, d'ailleurs, je souligne que, le fait de vivre des spirales, des ateliers du travail qui relie, ça a été très, soutenant pour moi dès le début. Alors, je l'ai pas dit au départ, mais, depuis, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours senti cette urgence, d'agir, pour, arrêter, de la destruction, du vivant, arrêter de puiser n'importe comment dans toutes les ce qu'on appelle les ressources terrestres qui sont juste des richesses, terrestres, quoi. C'est du mais même les minéraux, les végétaux, les arbres. J'ai vécu 7 ans au Gabon, quand j'ai de mon enfance à mon adolescence et donc il y avait, un parc à bois flottant, donc c'est tous les arbres qui sont débités, qui sont coupés de manière, extrêmement, rapide. On a souvent l'image, d'hectares et d'hectares, comme des plein de terrains de football, qu'on va, en quelques secondes, arracher à la terre et je me souviens de ces, parcs à bois, comme des arbres morts, en fait, flottants sur l'eau, qui attendaient d'être chargés sur des porte-conteneurs pour, traverser, la mer et arriver, jusque dans d'autres pays où le bois allait être transformé et transformé dans les meubles qu'on va acheter ensuite, à IKEA, Maison du Monde et cetera, pour ne pas les nommer. Donc, nourrir ce consumérisme, aussi cet ultra-consumérisme, occidental et je voyais tous ces arbres morts flottants. Tout ça, ça a forgé aussi plus tard, mon amour pour la défense, des forêts, et donc, j'ai eu un parcours, je suis juriste de formation et j'ai eu un parcours, où j'ai, été activiste, dans l'économie sociale et solidaire et dans les ONG et associations et donc de manière quand même, très tête, donc très axée sur le mental, sur l'intellect puisque, l'institution, école, université pousse à ça. Alors c'est très bien, mais, la tête, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître et aussi, j'avais besoin et beaucoup de gens qui vivent, cette crise, de sens, en fait, c'est aussi une quête de sortir de la tête et d'être un peu rester dans la tête tout en étant aussi plus dans le cœur et plus dans le ventre, plus dans le corps et ça, c'est ce que ça m'a apporté le travail qui relie et aussi les cercles, de parole dont je vais en parler. Et le yoga aussi parce que je suis aussi enseignante du yoga. C'est pas juste être, dans le mental, mais aussi, se relier au sentir, à l'accueil des émotions dans l'être. Ça peut paraître, je le dis en même temps je ferme les yeux, mais bon en podcast on ne voit pas l'image. C'est comment j'accueille les ressentis, mais pas juste quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui se vit dans le corps. C'est quelque chose qui est profondément incorporé et donc il y a plein d'outils, de pratiques qui aident à se relier au ressenti et à ouvrir le cœur et ça passe par de la poésie, ça passe par le sensible, c'est des pratiques très sensibles. C'est pas juste, un cadre et un socle théorique, même si, je t c'est super. Donc on est sur différents plans, différents niveaux. Parce que aussi,
Ça, c'est quelque chose peut-être que j'ai pas, précisé, c'est que dans cet aspect, enfin dans l'éco-psychologie, c'est une prise de conscience. Évidemment, il y a des connaissances, il y a les rapports du GIEC, il y a des chiffres, on le sait depuis des décennies. Le rapport, Meadows, sur les limites de la croissance, il est là depuis, 1972. On le sait depuis les années 70, au moins. Il y a eu, Silent Spring de Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui alerte sur le fait que le vivant s'éteint et on ne fait rien. Enfin beaucoup de gens font beaucoup de choses, mais la majorité, c'est le business as usual et donc là, l'enjeu pour moi, c'est OK, la stratégie d'être dans la tête, dans le mental, de faire des PowerPoint, de faire du militantisme, de la lutte, j'y suis encore, j'y reste, mais je veux ajouter une stratégie en plus qui est plus subtile, plus sous-jacente, plus profonde. C'est d'aller dans le corps, d'aller dans les émotions, d'aller dans le sentir pour ressentir les éclosions à l'intérieur. Moi, si j'ai voulu m'engager pour, défendre les forêts, c'est parce que j'étais profondément touchée de voir devant moi ces tonnes et ces tonnes et ces tonnes de billes, de bois coupées pour aller, ailleurs et qui étaient arrachées à leur forêt et c'est ça, en fait, c'est ce vécu, sensible que j'ai envie de faire, revivre aux personnes ou en tout cas de faire prendre conscience qu'il y a un vécu sensible, qu'on est dans un monde, comme tu le disais très bien Isabelle, qui nous anesthésie, qui coupe les liens à la terre, qui coupe les liens entre nous et les liens à soi-même aussi, parce qu'on devient anesthésié de nos propres, ressentis quand on est dans une vie, à 10 000 à l'heure qui nous mène au stress et au burn-out et donc on se coupe de nos ressentis pour pouvoir supporter ça et ça, c'est intenable. Et je sens que j'ai de la colère quand j'en parle et donc moi, ça a été soutenant de vivre, le travail qui relie il y a quelques années pour, ralentir. C'était une retraite de 5 jours au milieu d'une forêt en Bretagne, dans un écolieu et aussi ce qui a été très soutenant, c'était le yoga, la pratique du yoga qui est devenue, quotidienne. Moi, ça fait 20 ans que j'ai découvert, le yoga. Mais la pratique est devenue vraiment, nécessaire et même nécessaire à ma survie dans des années, de stress, dans ma jeune vie active, hein, après, enfin quand j'ai commencé à travailler et aussi les cercles de femmes. J'ai découvert donc, des cercles pour, les personnes, voilà qui sont vues et qui se sentent, femmes dans notre, société, et qui ont leur menstruation. Il y a aussi des cercles de femmes, qui avec, les femmes, ménopausées, il y a aussi, des cercles, aussi où, femmes cisgenres, femmes transgenres, enfin, il y a vraiment différents, types d'espaces en fonction de ce qui a été choisi pour tel ou tel cercle et du coup, ça peut être critiqué, en disant: «Oui, mais c'est pas inclusif, du coup vous excluez les hommes», et cetera. Non, c'est juste il y a différents espaces et là, il y a un espace pour tel cercle, tel type de personne et ça fait du bien, de ce côté, tu le nommais tout à l'heure et j'aime beaucoup, c'est ne pas avoir peur de cet aspect communautaire. C'est ne pas avoir peur que se retrouver en communauté pour justement réaliser qu'il y a des sujets de communauté, ça permet de prendre soin en communauté et pas juste d'être un individu coupé et séparé qui ne sait pas qu'il se passe des choses en communauté. Et se retrouver en communauté, je pense que ça fait surtout peur à aux élites, qui veulent séparer les personnes et qui ont peur de la puissance de la communauté. Mais quand les communautés se relient et se relient pour prendre soin, alors là, il y a quelque chose de puissant qui se passe, il y a quelque chose de réparateur, de profondément réparateur et ensuite, ça permet aussi de discuter, quoi. Mais ça fait penser, par exemple, à une communauté, ça peut être un syndicat. Ça peut faire Mmh. peur qu'il y ait des syndicats dans des grosses entreprises, mais en fait, il y en a besoin aussi et pour traiter des sujets communs. Communauté, c'est pour venir à la racine, c'est le sens commun, le sens du commun et on a beaucoup oublié le sens du bien commun et ces espaces-là, mais ils sont tellement merveilleux, pour se retrouver en communauté et donc il y a un cadre qui est mis en place. Alors, j'aime bien encore une fois dans cet, aspect de lignée, de transmission, citer
que, je me suis j'ai vécu les cercles et je me suis formée auprès de Camille, Sfez, qui est dans la tradition, de ce qu'on appelle les Tantes rouges et donc c'est aussi beaucoup d'inspiration, des peuples, d'Amérique, latine, mais des peuples, de pratiques, natives. On avait parlé aussi quand on s'est rencontrés parce que ça vient toucher beaucoup de questionnements sur l'appropriation culturelle aussi et c'est comment rencontrer ces pratiques-là, comment se faire guider par ces pratiques avec cette conscience aussi que ce sont des pratiques d'ailleurs, mais qui viennent aussi en soutien et comment, en parler et comment les partager avec le plus d'humilité possible, avec un soin et cette conscience que ce sont des pratiques, orales et que les pratiques orales qui se transmettent et puis qui peuvent être transmises avec un bâton de parole et qui se font aussi dans l'intimité du cercle, avec, beaucoup de choses confidentielles, avec, ce qui peut pas être nommé dans des mots, avec juste la puissance du souffle et de l'aisance et de l'énergie qui se crée à ce moment-là. Bah, comment pouvoir, en parler, le transmettre sans dénaturer? Parce que, bah, une pratique orale, c'est une pratique, enfin, c'est pas ce qu'on peut écrire, sur un PowerPoint encore une fois ou dans un bouquin et ça se passe dans le corps, dans le sensible et dans le réel. Aussi, je vois qu'il y a beaucoup de cercles qui commencent à être proposés, en ligne. Ça peut être aidant et soutenant et en même temps, moi, je défends les cercles, en réel, se donner rendez-vous dans un lieu, dans un espace, avec, voilà, qui est installé avec les coussins de méditation, les afous, la bougie, on prend le temps de se poser, on respire ensemble, on entend le souffle, on sent la présence de l'autre et là, d'être vraiment en présence dans le réel, et pas derrière un écran, ça change beaucoup de choses donc bon, j'aurais tant à dire, sur ces Oui, cercles. je garde un œil sur, l'heure qui tourne quand même et je me dis: «Il y a plein de trucs que j'avais envie d'approfondir». J'ai dit: «Mais peut-être qu'on fera un épisode un prochain épisode pour continuer», parce qu'il y a voilà, il y a tellement, tellement de choses à dire et il y a tellement de pistes qu'on pourrait continuer à explorer ensemble. En tout cas, c'est hyper riche, tout ce que tu partages et je pense que pour un 1er épisode, c'est déjà pas mal pour que les, auditoristes puissent, intégrer tout ça, petit à petit commencer à partager, ces nouvelles notions, en fait, enfin qui sont pas nouvelles, mais qui peut-être pour certains, certaines sont pas tellement connues. Je suis vraiment, très, très heureuse de tout ce que tu dis et chaque fois, j'ai des papillons dans le ventre qui disent: «Ah oui, j'étais tellement d'accord avec toi, c'est tellement juste». Donc ça me fait vraiment plaisir que tu nous aies, raconté tout ça. Peut-être pour, voilà, commencer tout doucement à clôturer, j'avais envie de poser cette, question, à chaque fois que j'ai un invité parce que finalement, bah, tu l'as très bien dit, hein, je pense qu'on manque de liens, on manque de connexion. Moi, j'aime bien parler de la connexion à soi. Tu en as parlé un peu avec le yoga et les pratiques, pour revenir dans le corps, c'est tellement important. Beh, la connexion aux autres aussi, puisqu'on est quand même dans une société qui est, hyper individualiste et qui, tu en as aussi parlé, nous amène souvent à avoir ce récit de séparation, de se dire: «Je suis séparé de tout le monde et presque je pourrais vivre en autonomie», alors que on le sait de plus en plus, l'être humain est un être profondément social, donc on a vraiment besoin des autres. Donc recréer du lien aux autres et puis surtout aussi recréer du lien aux vivants. Et donc j'avais envie de te demander, est-ce qu'il y aurait une pratique comme ça que tu pourrais nous partager, facile, à mettre en place, qu'on pourrait, chacun, chacune expérimenter chez nous pour justement créer du lien? Je vais pas te parler de pratiques, dehors en nature parce qu'il y en a beaucoup qui le feront très, très bien. Et comme c'est le premier épisode, je me dis que ça peut être pas mal de partager quelque chose vraiment de simplissime et parce que souvent quand on pense à l'écopsychologie, à se ressourcer en nature, il y a il peut y avoir pour certaines personnes, par exemple qui vivent en ville, cette logique, de contrainte. D'aller dans le parc, enfin de se mouvoir. Parce que le vivant maintenant, on en est tellement écartelé qu'il est peut-être pas toujours accessible. Et en même temps, bah, le vivant, il est accessible immédiatement, c'est déjà se ressentir soi.
peut-être juste, s'asseoir, se poser 1 minute et respirer, sentir à l'intérieur que je suis vivant, je suis vivante, je suis un être du vivant. Juste ça, sans chercher à faire quelque chose de très compliqué ou d'extraordinaire. Et même, puisqu'on parlait d'interconnexion et de lien à soi, mais de lien aux autres aussi, vivants, humains et non humains, ça peut être, pour se relier à un autre être vivant, par exemple dans une situation au travail ou avec les amis. Une pratique qui m'aide beaucoup, qui est de mettre plus de temps, plus de lenteur. Par exemple, je vais croiser mes collègues, eh bien, je vais poser l'intention de respirer, d'être consciente de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que j'ai envie de de leur dire, et aussi d'avoir envie de les entendre, mais de les entendre vraiment, de les écouter. Et donc, je vais, par exemple, avant de rentrer dans le bureau ou avant de solliciter une réunion, prendre un temps, quelques secondes pour me poser, respirer, me centrer et écouter les battements de mon cœur, écouter ma respiration et ensuite y aller. Vraiment ce temps de pause et aussi poser l'intention à l'intérieur de moi de me dire: «J'ai envie de l'écouter» et donc je vais commencer, le ce lien en regardant la personne dans les yeux, en respirant calmement, en lui souriant, en lui demandant vraiment: «Comment tu vas?» Juste un «ça va», mais avec l'intention réelle de d'écouter sa réponse et de prendre le temps d'accueillir et de digérer sa réponse et de le ou la regarder dans les yeux, en souriant, en accueillant l'autre avec, comment cette personne est là, maintenant, mais réellement, pas dans la le speed, la précipitation, de notre monde. Voilà. Super, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu veux encore partager quelque chose ou, on a fait le tour pour l'instant? J'ai cité, «L'espérance en mouvement» de Joanna Macy et Chris Johnston. Je peux recommander alors, j'aime beaucoup les livres, hein, les livres me soutiennent. Le livre extraordinaire de «Tresser les herbes sacrées» de Robin Wall, Kimmerer. Donc «Tresser les herbes sacrées» que je trouve sublime, plein de poésie, qui est agréable, doux à lire. C'est comme un soin de le lire et pour, ouais, les personnes peut-être qui seraient seules et qui écoutent, ce podcast, déjà de prendre, soin du lien, à soi et puis peut-être écouter ce podcast, c'est déjà un 1er pas et cette pratique de méditation, d'ancrage, avec soi-même et peut-être, de s'intéresser à vivre une expérience, de cercle de parole, que cercle de parole en mixité choisie ou pas, à voir, selon ce qui vous appelle. De vivre une ou plusieurs spirales du travail qui relient, de prendre le temps de se lier aussi des propositions, de voir ce qui fait écho ou pas, de aussi, d'aller voir, à la source. Par exemple, de le travail qui relie, ça vient de Joanna Macy, donc peut-être d'explorer un peu, quelles sont ses influences et de voir, de comparer les différents types de propositions. Par exemple, on peut voir passer des propositions de spirale du travail qui relie, non pas en 4 étapes comme je l'ai décrit, mais en 3 étapes, avec l'étape 2 qui est difficile, honorer notre peine pour le monde, qui peut être, squeezée, qui peut être enlevée, donc ça peut être un peu, questionnant. Donc vraiment y aller avec la curiosité de découvrir, voilà, de venir creuser, de s'interroger, d'y aller aussi, ce que je disais, l'esprit, j'aime pas trop dire l'esprit critique parce que ça ne m'intéresse pas de critiquer pour critiquer, mais l'esprit, questionnant, curieux, ouvert, pour s'interroger sur, d'où ça vient, quelles sont les intentions, de pas hésiter à poser des questions et à s'entretenir avec, les personnes qui proposent, ces espaces
parce que, des fois ça peut convenir, des fois ça peut ne pas, me parler et c'est OK, quoi. Et c'est d'explorer différentes, approches, qui permet aussi de trouver celle où ça fait sens, où ça résonne, où ça fait déclic et où on peut trouver, du soutien, avec, la tribu sa petite tribu qu'on aura rencontrée. En tout cas, je mettrai tous ces liens, les livres que tu as mentionnés, ton site, je mettrai les liens dans la description comme ça si, les personnes ont envie d'explorer comme tu le dis si bien, je vais mettre les liens, ce sera plus facile que d'aller faire des recherches Google. Eh bien, en tout cas, tout grand merci. Merci du fond du cœur. C'était vraiment très, très riche comme échange et je suis vraiment, heureuse et honorée aussi d'avoir fait ce premier épisode avec toi. Merci Isabelle, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, avant, pendant et puis, sûrement après cet enregistrement. Merci de lancer cet épisode. Merci de lancer ce podcast. On en a grandement besoin et merci d'œuvrer, toi aussi. Et voilà, j'espère que cet échange t'aura inspiré et que tu en ressors avec une vision plus claire de l'écopsychologie, du travail qui relie et de ces espaces de transformation que sont les cercles de parole. Peut-être même que l'envie germe en toi de rejoindre un atelier ou de tisser plus consciemment du lien avec le vivant, en toi et autour de toi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à Dans la nature des choses sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis ou un commentaire. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter pour recevoir des ressources complémentaires, des réflexions et des invitations à approfondir cette reconnexion au vivant. Merci d'avoir été là et surtout, prends soin de toi et du monde qui t'entoure. À très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la nature des choses. Free audio post-production by alphonic.com.